à la présentation de Laurent, hein, qu'on remercie d'avoir d'avoir patienté. Puis maintenant, on va l'écouter attentivement. Et voilà, donc tu as le temps, comme Johan, de passer à ta présentation. Merci à toi. Oui, avec le micro ouvert, ça fonctionnera mieux. Donc, je disais, est-ce que vous voyez bien la présentation que je vous envoie maintenant? C'est bon? Oui. OK. Alors, tout d'abord, merci pour cette invitation. Merci à Steph d'avoir eu l'idée de jumeler un peu ces deux présentations. Une toute petite rectification sur la présentation qu'il a fait de moi au début. Je ne suis pas directeur adjoint du département aménagement, mobilité, environnement, mais directeur adjoint du labo dynamique économique et sociale des transports au sein de ce département. Alors, je vais vous proposer un changement d'angle qui va s'intéresser beaucoup plus à des questions d'énergie et de carburant qui va peut-être dénoter un peu par rapport à ce qu'a présenté Johan ou par rapport à ce qu'on peut entendre dans ce séminaire habituellement. Je tiens à vous présenter mes excuses a priori parce que ça va être truffé de chiffres. Voilà, on ne se refait pas, je fais de l'économie et des statistiques, donc j'essaye de me soigner, mais c'est pas facile. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est un survol de plusieurs années d'évolution de la mobilité automobile, des usages automobiles, donc des kilométrages, en s'intéressant spécifiquement à la consommation d'énergie et donc avec des focus sur les périodes de forte augmentation du prix des carburants. Alors, l'économie des transports, puisqu'on parle d'elle, en fait, elle s'intéresse notablement à l'énergie depuis les chocs pétroliers. Il y a deux sources qui sont un peu des références initiales sur la question. C'est premièrement, à la fin des années 70, les travaux d'Orfeuille, à l'IRT, ancêtre de l'INRETS, ancêtre de l'IFSTAR, ancêtre de l'Université Gustave Eiffel, avec le concept du budget énergie-transport. Donc ça, c'est relié sur chacun des déplacements de chacun des individus, de chacun des ménages interrogés dans une enquête ménage-déplacement, essayer de relier la consommation d'énergie de ce déplacement. Un point important, c'est que ça a incité, y compris au sein de ces enquêtes, alors que ce n'était pas du tout évident a priori, à mettre l'accent sur les distances parcourues, donc pas forcément compter uniquement des répartitions modales en termes de nombre de déplacements, mais aussi en termes de distance. Un résultat notable, parce qu'il était constant sur les 7 agglomérations sur lesquelles Orfeuille a obtenu ces résultats, c'est qu'une famille en périurbain consommait 2 à 3 fois plus d'énergie qu'une famille en ville-centre pour se déplacer au quotidien. Et puis l'autre référence importante, elle est arrivée un petit peu plus tard, fin des années 80, deux chercheurs australiens, Newman et Kenworthy, ont écrit un gros ouvrage qui s'appelait Cities and Automobile Dependence, et en particulier ont présenté cette courbe tout à fait spectaculaire qui relie la consommation de carburant pour les transports ici en ordonnée à la densité de 32 métropoles du monde. Et donc, ont obtenu cette forme tout à fait spectaculaire, encore une fois, où tout le continent américain se trouve ici, très faible densité, très forte consommation. L'Europe se trouve dans le coude, et puis l'Asie, de plus en plus dense, se trouve dans les plus faibles consommations. Je ne développe pas plus longtemps, il y aurait beaucoup à dire sur cette courbe, elle a beaucoup servi, mais elle a aussi été beaucoup critiquée depuis. Et donc, en fait, l'histoire des travaux qu'on a fait nous, on se place sur un temps long en remontant uniquement avant le premier choc pétrolier. Donc, sur un temps long, beaucoup moins long que celui qu'aurait pu présenter Arnaud Passalacqua, notamment. Et cette histoire, elle est scandée par le prix du pétrole. Donc, sur la première phase, la décennie des deux chocs pétroliers,
sont nés effectivement les travaux qui s'intéressaient à la consommation énergétique des déplacements. On est retombé assez rapidement sur une période de pétrole pas cher, et à l'époque du pétrole pas cher, les préoccupations ont pu se tourner vers les émissions polluantes, essayer d'améliorer les moteurs, s'intéresser à la qualité de l'air. Et puis, à l'orée des années 2000, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas forcément inventé la technologie qui faisait les deux à la fois, c'est-à-dire de faire baisser les consommations, de faire baisser les émissions. On s'est rendu compte que, d'une part, tout le carbone qui rentre dans un moteur doit en sortir d'une manière ou d'une autre, que les efforts qu'on faisait d'un côté pouvaient perdre des éléments de l'autre, et on s'est retrouvé face à un problème de CO2. Et donc, ce carbone qui ressort caractérise aussi le début de la préoccupation en termes d'émissions de gaz à effet de serre et de changement climatique. Par rapport à cette histoire globale, nous, les travaux, en fait, j'ai fait assez tôt, en 84, partie de cette équipe Orfeuille. On a suivi un peu cette histoire dans la mesure où les travaux du budget énergie-transport se sont assez vite... on leur a ajouté assez vite des travaux sur les émissions de polluants, à partir toujours des mêmes enquêtes ménage-déplacement. Essayer de traduire ça pour tous les trafics du quotidien et pas forcément tenir compte uniquement des trafics voyageurs. Ça a débouché, donc pour l'ADEME, c'est l'IFSTAR et le CEREMA qui faisaient ça à l'époque, sur une standardisation de ces diagnostics dans les enquêtes ménage-déplacement. Et aujourd'hui, quand une enquête ménage-déplacement est livrée, au bout de chaque déplacement, il y a des consommations et des émissions. Et c'est cette lignée de travaux qui a fait ça. Alors, quelques exemples d'illustration, mais je vais aller assez vite là-dessus. Les consommations et les émissions de la mobilité quotidienne, elles peuvent être effectivement impactées par les caractéristiques socio-économiques, la position dans le cycle de vie, les catégories sociales. On parle là pour l'instant de mobilité tout mode. On n'est pas encore centré sur l'automobile. Et puis, elles peuvent aussi dépendre des structures urbaines, donc des distances et des densités. L'exemple d'illustration qu'on voit ici, c'est deux cartes qui sont le négatif l'une de l'autre, puisque les émissions individuelles et quotidiennes de gaz à effet de serre, donc c'est l'arrondissement de Lille en 2006, c'est quasiment l'exact négatif de la densité d'habitat sur le même territoire. Et au-delà de 2006, on peut dire aussi que les écarts se sont creusés en 20 ans, c'est-à-dire que sur les centres-villes de Lille et Roubaix-Tourcoing, ces émissions ont très peu augmenté, alors qu'en banlieue, c'est déjà un peu plus fort, et dans les zones périurbaines, c'est beaucoup plus fort. On s'est donc retrouvé au bout de 20 ans avec des banlieues et un périurbain qui représentaient 2/3 de la population et 3/4 des émissions. Donc, voilà pourquoi on est un petit peu accro ou fétichiste des localisations résidentielles dans ces travaux. Alors, de fait, j'ai pas inventé l'eau chaude en vous disant ça. Ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est commun à la plupart des grandes agglomérations en France, qu'en fait, sur les 15 dernières années du XXe siècle, la diffusion de l'automobile et l'étalement urbain ont transformé les pratiques de mobilité. Donc, on a une augmentation sensible des distances parce qu'on a une raréfaction du modèle habiter et travailler dans la même commune, et puis une progression de l'usage des modes rapides, accroissement des vitesses par utilisation de l'automobile. Je continue. On a fait également, dans le cadre de ces travaux, une incursion dans le domaine intersectoriel logement plus transport, puisque si on veut faire un bilan énergétique ou un bilan d'émissions de CO2 ou de gaz à effet de serre là-dessus, c'est intéressant de tenir compte de ces deux domaines. Donc, on avait travaillé là-dessus avec le CEREN. Juste l'exemple que je cite ici, on va retenir que ce qui se passe en bas. Donc, ça, c'est l'Île-de-France au début des années 90. Au total, les parts relatives d'émissions de CO2 sur une année, cette fois-ci, c'est 1/3 pour le transport, 2/3 pour le logement. Mais ça peut bouger énormément. Par exemple, dans Paris intramuros, c'est 1/4, 3/4. Alors que dans les communes rurales de la même région Île-de-France, les deux secteurs logement et transport peuvent faire jeu égal.
Donc ça, c'est vraiment pour dire que au-delà de ce qu'on sait faire en mobilité ou en transport, il y a aussi des choses à creuser quand on s'intéresse à la question énergétique en elle-même. Si on veut maintenant se focaliser un peu plus sur la voiture dans cette mobilité du quotidien, bon, montrer, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de montrer le poids de la voiture, mais quand même un résultat toujours à la même époque à Lille. La voiture, dans ses déplacements des résidents, c'est 54% des déplacements, 74% des distances parcourues et 93% des émissions de gaz à effet de serre. C'est dommage, avec un 94, on aurait eu un chiffre plus facile à retenir, 54, 74, 94. Et voilà, donc la voiture, il y a tout lieu de regarder de cette mobilité. Et si on veut s'intéresser au prix du carburant, il y a différents travaux assez intéressants pour travailler sur ce prix du carburant en équivalent travail et pas uniquement en euros. Et donc, dans une société de plus en plus dépendante de l'automobile, on a ce tableau-là qui est assez parlant, à mon avis, en comparant le ménage de 70, c'est-à-dire avant les chocs pétroliers, au ménage de 2019, qui sont la dernière année pour laquelle on a les données. J'expliquerai un petit peu plus tard peut-être. Acheter un litre de carburant en 70, ça coûte 8 minutes de salaire moyen. Et acheter un litre de carburant en 2019, ça coûte 5 minutes de salaire moyen. Donc, ça ne coûte pas forcément de plus en plus cher. Au passage, on note que ce litre, c'est plus le même. C'est un cocktail avec de l'essence, avec du diesel, qui a pas mal évolué au cours du temps. On est, en comparant ces deux époques, avec d'un côté 7 voitures pour 10 ménages, et puis sur les périodes récentes, c'est un tout petit peu arrondi, 13 voitures pour 10 ménages. Donc il s'est passé des choses assez notablement importantes, notamment sur le multi-équipement. Si on veut bien en croire Yves Crozet à Lyon 2, le petit modèle automobile, alors avec des milliards de guillemets, acheter un petit modèle automobile, c'est 2000 heures de SMIC en 1970, et c'est grosso modo la moitié de nos jours, quoi. Ce qui fait entre autres que, à mon sens, c'est quand même une explication assez sensible de comment a évolué l'équipement sur les 30 années qui suivent l'article de Boltanski dont on parlait au début. En fait, il y a une réduction des inégalités par un accès qui augmente notablement sur le premier équipement des catégories de ménages les plus modestes. Quand on regarde les ménages par quartile ou par quintile, on voit qu'on a un rattrapage sur le premier équipement, on ne l'a évidemment pas sur le multi-équipement. Et puis, face à tout ça, on a des kilométrages de notre ménage qui doublent aussi quasiment, pas tout à fait, de 8500 à 16 000 km, et un nombre d'heures travaillées qui évolue lui aussi d'une manière peut-être un peu inattendue. Alors, pour s'intéresser à ce carburant et à la sensibilité de la demande au prix du carburant, l'économiste il va avoir tendance à utiliser une élasticité prix, donc à relier les variations relatives, par exemple, du kilométrage et du prix, comme ici, en montrant, effectivement, on trouve ces valeurs-là dans la littérature, et puis quand on essaye de s'y remettre, on retrouve un peu les mêmes. Le fait qu'à court terme, on a une élasticité prix de court terme qui est généralement de l'ordre de moins 0,3, ce qui veut dire en bon français qu'une augmentation de 10% du prix final à la pompe, c'est une baisse de 3% de la demande de carburant. À long terme, en fait, les ménages ont des moyens d'anticiper les hausses des prix, peuvent tenter d'ajuster leur consommation. Pour certains, ça va pouvoir être un changement de véhicule, mais pas pour tous. Et puis, ça va être aussi des changements de comportement, et on tombe sur des élasticités prix qui sont plutôt de l'ordre de moins 0,7 plutôt que moins 0,3. Les politiques publiques au milieu de tout ça, le décideur public peut décider de vouloir orienter les individus, mais aussi les entreprises, vers des comportements qui soient moins consommateurs. Et pour ça, il a une possibilité qui va être d'envoyer un signal prix, c'est-à-dire d'orienter le prix du carburant par sa politique fiscale.
Alors, orienter, ça peut être surenchérir, ça pourrait être lisser aussi le prix du carburant au cours du temps. Il y a quelques exemples notables sur lesquels il faut s'arrêter un petit peu parce qu'ils sont éclairants. Le premier exemple notable, c'est le Fuel Duty Escalator britannique qui a eu lieu entre 1993 et 2000. En fait, les Britanniques ont décidé d'augmenter, pas tout à fait continuellement, mais par marche, à partir de 1993, leur taxe sur le prix du carburant, d'abord à 3%, puis à 5%, puis à 6%. Et puis en 2000, ils se sont retrouvés face à un pétrole qui a eu, on ne va pas dire le hockey, mais qui a eu un pic de prix. Et donc immédiatement, manifestation et recul des pouvoirs publics britanniques sur ce fuel duty escalator, ils ont arrêté. C'est important parce que ça montre que c'est compliqué de décider a priori d'une trajectoire d'augmentation des taxes sans se soucier de ce que pourrait faire le prix du pétrole en dessous. Les deux autres exemples, vous les connaissez peut-être un petit peu mieux. Le premier, c'est ce qu'on appelait anciennement la taxe intérieure sur les produits pétroliers, aujourd'hui TICPE. Donc, c'est une taxe sur les volumes, c'est-à-dire un montant fixe qui est perçu sur chaque unité vendue. Ce montant fixe n'est pas forcément le même pour l'essence ou pour le gazole. Alors, je vous rappelle que ce montant et cette taxe sur cette TIPP, elle a été rendue flottante entre 2000 et 2002. Donc, l'intention, c'était effectivement de compenser les soubresauts que pouvait avoir le prix du pétrole, et en particulier en conséquence sur la TVA, de compenser ça pour essayer de lisser un peu ce qui se passait à l'époque. Ça a été arrêté notamment à la demande de la Cour des comptes, mais c'est une idée qui est réapparue en 2012. C'est une idée qui était dans la campagne électorale de François Hollande notamment, et c'est une idée qui a réapparu en 2018 avec un pétrole qu'on a estimé cher et puis un problème social qui s'est pointé à ce moment-là. On va en reparler, puisque l'autre exemple, c'est celui de la taxe carbone, qui applique directement le principe du pollueur-payeur, c'est-à-dire tous ceux qui vont rouler beaucoup vont devoir payer beaucoup en fonction de leurs émissions, et c'est une part de leur budget. Au passage, cette taxe carbone, il était prévu de la tripler entre 2015 et 2030, et ça, c'était prévu dès la loi de transition énergétique pour une croissance verte. On connaît un peu la suite, puisqu'elle a été gelée fin septembre 2019 pour 6 mois, puis regelée, puis c'est un petit peu en discussion de façon compliquée. En fait, si on applique directement cette augmentation de la taxe carbone, on va se heurter à des types de problèmes de ce genre-là, c'est-à-dire des... La raison, c'est qu'on a une conséquence sociale importante qui s'appelle la vulnérabilité énergétique, c'est-à-dire l'exposition des ménages qui sont confrontés à une hausse durable de ce coût de l'énergie et du poids de leur facture énergétique. De ce point de vue-là, on peut déjà conjecturer assez facilement une forte vulnérabilité des ménages qui vont conjuguer à la fois des faibles revenus et une forte dépendance à l'automobile, notamment en fonction de leur localisation excentrée par rapport au centre-ville et leur manque d'alternatives, donc leur dépendance à l'automobile. Ce type de question, la vulnérabilité, en fait, elle pose des questions d'équité et de redistribution. C'est-à-dire, est-ce qu'il est possible, quand on a adopté une politique fiscale qui consiste à augmenter les taxes, de vouloir adopter des mesures différenciées pour atténuer ces conséquences sur certaines catégories? Donc des compensations, des tarifs sociaux. Il en existe sur le gaz, sur l'électricité pour le logement. Et puis, sans vouloir caricaturer, il n'en existe quasiment pas sur la loi de transition énergétique, sur la loi d'orientation des mobilités, parce qu'il n'y a pas de reconnaissance de cette question de la dépendance automobile. En fait, on est face à un problème où, de ce point de vue-là, aux automobilistes, la réponse législative était rouler propre ou covoiturer. Et c'est sans doute un peu court. Alors, quand on regarde ces prix, donc on a là le petit pic 2000 qui a fait faire marche arrière aux Britanniques, et puis un phénomène assez inattendu qui est qu'à partir de 2002-2003, on a une augmentation continue sur plusieurs années. Ça, si on remontait plus loin la courbe à gauche, on verrait qu'on n'avait pas ça sur tout un tas d'années.
Et tout ça débouche sur un pic énorme en 2008 qui a correspondu aussi à il y a un problème de causalité, enfin de sens de la causalité sur la crise économique et la crise du pétrole à ce moment-là. Donc ça, c'est en regardant ces prix, c'est une décennie assez importante à regarder, en regardant ces prix en euros courants. Et puis, si on ne peut pas tout le temps trimballer l'équivalent travail parce que c'est un peu lourd et compliqué à utiliser, on peut quand même essayer de regarder ce qui se passe en monnaie constante. Et là, on a le prix du gazole sur un plus large horizon, en euros courants en bleu et en euros constants en rouge bordeaux, on va dire, avec vos euros d'octobre 2020. Et ça, c'est assez instructif parce que ça montre que le record de juin 2008, il n'a pas, pour l'instant, il n'a pas été renouvelé, c'est-à-dire que les phases suivantes très, très hautes, en 2012 et 2018, sont quand même moins hautes que ce qui s'est passé en 2008. Et puis, un phénomène aussi qui est notable, c'est que il y a des pics et puis il y a des creux. Et puis, on est sur une période de montagne russe un peu compliquée, difficilement prévisible. On a eu des creux très importants en 2009 et 2016. Sur 2012-2016, on a l'apparition des pétroles de schiste et des sables bitumineux au Canada, etc. Je ne rentre pas forcément dans les détails de tout. Et puis, un phénomène dont vous vous souvenez peut-être, le 20 avril, donc c'est bientôt le premier anniversaire, le 20 avril 2020, on a un baril américain qui a coté négativement en bourse. Je crois que c'est allé jusqu'à quasiment moins 39 euros, parce que c'est beaucoup plus simple de déstocker plutôt que de vouloir fermer un puits. Donc voilà, le panorama, le paysage, c'est celui-là sur le prix des carburants. Et donc c'est important de se demander, mais face à tout ça, comment évoluent les automobilistes? Alors comment évoluent les automobilistes? Pour ça, nous, on a une source assez importante et non publique. Je pense que Johan pourra peut-être penser à vouloir travailler ensemble sur cette source, qui est fondée sur une enquête annuelle qu'on fait réaliser donc à Kantar, le descendant de Sofres. Donc une enquête au travers de laquelle on peut connaître mieux l'équipement et l'usage en automobile. On les connaît de manière longitudinale sur un échantillon dont les 3/4 sur les années récentes sont présents d'une année sur l'autre. Donc on peut suivre des ménages et voir comment ils évoluent d'une année sur l'autre. Donc ça, c'est un questionnaire envoyé par voie postale à 10 000 ménages et avec des taux retour d'environ 70%. Je n'insiste pas forcément là-dessus. Alors, jusqu'au début des années 2000, tous ces éléments qu'on fournissait d'ailleurs à la commission des comptes transport de la nation pour faire le bilan annuel de la circulation, fonctionnaient sur un rythme assez régulier que moi j'avais appelé la règle 1, 2, 3. C'est-à-dire qu'on a un kilométrage d'automobile jusqu'au début des années 2000 qui ne bouge quasiment pas, enfin il va bouger un petit peu, on va y revenir, mais un nombre de ménages qui augmente d'1% par an, un parc du ménage qui va augmenter, lui, de 2% par an, et donc une circulation qui augmente de 3% par an. Et donc ça, c'est jusqu'au début des années 2000. On a, dans notre équipe, également travaillé sur des modèles démographiques de parcs pour voir comment ça pourrait évoluer. On a pu présager qu'on serait vers 420 milliards de kilomètres au lieu de 400 vers 2012. En fait, c'est une valeur qui a été atteinte plutôt en 2015 parce que la période 2005-2015 a plutôt été une période de stagnation. Mais j'insiste un petit peu là-dessus parce que le 420 milliards en 2012, si on veut le rapporter aux 300 milliards en 90, alors pourquoi je focalise sur 300 milliards en 90? Parce que c'est l'année de référence du protocole de Kyoto. C'est-à-dire qu'il faut imaginer, si on doit ramener les émissions, que malgré ces augmentations de kilométrage, et de circulation et de parc, il faut une technologie vraiment très très forte, ou bien il faut une confiance aveugle en la technologie pour imaginer que ces milliards de kilomètres vont émettre comme ce qu'émettaient ces 300 milliards de kilomètres en 90. Sur ces parcs et circulations, on a un point notable qui est celui de la fonction travail.
En fait, le kilométrage travail d'une voiture, c'est un tiers de son kilométrage. Je voulais insister un tout petit peu là-dessus parce que on a quand même un refrain qu'on entend un peu régulièrement dans les médias sur le fait que tout le monde a besoin de sa voiture pour aller au travail. Alors voilà, du côté du parc, il y a moins d'une voiture sur deux qui est utilisée pour du domicile-travail. Du côté des individus et des ménages, près de 3 ménages sur 10 n'ont pas d'actifs. Donc moins de 6 personnes sur 10 vont être actifs. Et parmi les actifs, donc ça c'est un travail qu'on a pu faire avec le comité des constructeurs français d'automobiles au début du mouvement des Gilets jaunes, on a 7 actifs sur 10 qui vont travailler en voiture, dont 2 qui sont desservis en transport collectif à la fois à l'origine et à la destination. Et voilà, le kilométrage qui ne vaut qu'un tiers du kilométrage moyen annuel d'une voiture, il vient de là. Je me rends compte que j'ai beaucoup trop de détails et que je vais avoir du mal à tenir les délais. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas des besoins automobiles, y compris hors travail, notamment des résidents les plus excentrés. Et puis un point sur lequel j'attire juste votre attention, point obtenu dans 3 recherches avant la pandémie, c'est-à-dire donc avant 2020, 3 recherches différentes menée à l'IFSTAR, une autre menée avec l'IFSTAR à l'Université de Bourgogne et une autre menée à l'École polytechnique fédérale de Lausanne, ont montré qu'il n'est pas du tout évident que les travailleurs à domicile et les travailleurs émettent moins que les pendulaires. Alors, il y a probablement des raisons à creuser là-dessus, moins de chaînage de déplacement, sur le travail fait avec l'Université de Bourgogne, enfin, IFSTAR et l'Université de Bourgogne, des compensations le week-end, peut-être plus de sorties sur les travailleurs à domicile et les télétravailleurs. Donc, le télétravail n'est pas forcément la solution à tous les maux. Le coût du carburant, quand on le regardait à l'époque, en monnaie constante et en indice, il était comme ça. Le kilométrage d'une voiture, il variait comme ça en face. Alors, ce n'est pas une symétrie totale, mais on voit bien que quand il y a un petit coup d'augmentation du carburant, il y a un coup de diminution du kilométrage. Et puis voilà, donc carburant cher, kilométrage bas. Quand le carburant n'est pas cher, les kilométrages augmentent. Ça ne plaisait pas à un des 2 constructeurs nationaux que je puisse dire que quand le carburant n'est pas cher, ben, les gens roulent plus. Troisième courbe là-dessus, le prix unitaire du ticket de transport collectif urbain, lui, il n'a pas du tout subi ça, c'est-à-dire qu'il a quasiment tout le temps augmenté avec une conclusion qui vous fera sans doute un peu réfléchir. Le pic de 99-2000, que ce soit dans une analyse descriptive ou dans une thèse, ben on a effectivement confirmé que les plus dépendants, c'est-à-dire les plus pauvres et ceux qui habitent le plus loin des centres, bah, c'est ceux qui ont moins réduit leur kilométrage au moment de cette crise des prix, avec des valeurs d'élasticité qui confirmaient un petit peu ce qu'on voit dans la littérature internationale. On a eu ensuite, sur la période 99-2007, un modèle économétrique assez compliqué, je ne vais pas rentrer dans les détails, qui permettait de distinguer ce qui se passait indépendamment sur l'équipement, puis sur l'usage. Les traits marquants sur lesquels je voulais juste insister, c'est que globalement, il y a une faible diminution du kilométrage ménage, c'est-à-dire que pas mal de gens, même si c'est très cher, ils ont continué à rouler, mais pas forcément tous. Par contre, ceux qui ont pu changer de véhicule se sont orientés vers des modèles moins énergivores. On peut noter aussi sur cette période-là que le diesel est lui passé d'un système qui permettait de rouler plus en dépensant moins, quand on avait un carburant pas trop cher, à cette période de prix fort où le diesel permettait de rouler en stabilisant plutôt la dépense. Et c'est d'une certaine manière, je ne vais pas non plus rentrer dans les passages au diesel, mais le diesel a sans doute un peu mangé son pain blanc avec des modèles qu'on peut difficilement amortir et des évolutions récentes un peu plus compliquées à expliquer. Et puis ce modèle a permis aussi de montrer des différences assez importantes de la sensibilité de cette mobilité au prix kilométrique avec
des ménages plus sensibles pendant la montée, et puis la volatilité du prix, même à l'intérieur d'une année, qui faisait baisser significativement leur mobilité automobile. Réaction face aux hausses de carburant. Dans l'enquête, on leur demandait comment avez-vous réagi cette année. Alors, vous voyez là les différents items. J'ai moins roulé, j'ai changé de style de conduite, j'ai rien changé à mes comportements. On a une rupture assez nette en 2008, puisque finalement, il n'y a plus qu'un ménage sur, enfin non, qu'un automobiliste sur 5, pardon, qui dit n'avoir rien changé, et près d'un sur 2 qui dit qu'il a moins roulé. Donc 2008, c'est vraiment une explosion assez forte, y compris avec certains qui ont continué à surveiller leur consommation très fort, même en période de baisse en 2009. 2011 et 2012, on leur a également posé la question. Alors, on est là sur l'inconvénient du questionnaire fermé et de la méthode Canty, et sont apparues des réponses significatives sur « j'ai réduit la fréquence de certains déplacements, mais aussi j'ai réduit la distance de certains déplacements ». Ça, clairement, ce serait nettement plus intéressant à essayer de voir en méthode qualitative et puis en entretien en profondeur de ces ménages et de ces conducteurs. Je vais rapidement terminer. Donc, on a une grille de lecture dans laquelle on fait rentrer, nous, le quintile de revenus par unité de consommation. En 2006, bon, il était un peu en dessous de 740 €, mais ce quintile par unité de consommation veut dire qu'on peut avoir jusqu'à des ménages à 2 personnes et 2 personnes et demie et 1,6 SMIC. Donc, l'entrée revenu ici et puis l'entrée localisation ici. Ce qui est important de voir, c'est que, voilà, comme c'est un quintile, on a 20% des ménages France entière. On en trouve encore 8% dans le périurbain, ce qui veut dire que les plus excentrés vont aussi se recruter parmi les premiers quantiles, c'est-à-dire parmi les moins riches. Le nombre de voitures par ménage, il est celui-ci, donc un besoin très très fort de 1,46 véhicules pour des ménages pauvres ici. Et tout ça débouche sur des dépenses de carburant en moyenne qui sont à 5% du revenu et qui peuvent monter jusqu'à 13% du revenu sur cette catégorie à la fois pauvre et excentrée. On a travaillé à l'époque de 2008, au second semestre de 2008, dans un groupe de travail avec le CGDD sur des scénarios assez improbables, parce qu'il y avait une très forte inquiétude à l'époque. La très forte inquiétude, on pourrait la résumer en disant qu'on craignait qu'une goutte d'eau en moins dans le système automobile, ce soit un tsunami dans les transports collectifs. Et en fait, en faisant des scénarios en euros et pas simplement en dollars, des scénarios un peu fous à 150 et 250 € le baril, eh ben on imaginait que s'ils continuaient à vouloir rouler autant, donc à demande d'énergie inchangée, le 13% qu'on voit ici, ben, ça pouvait être 13 plus 7, voire 13 plus 17. Et ça posait effectivement un certain nombre de questions un peu folles. Et évidemment, ils ne pouvaient pas rouler, enfin, ils ne pouvaient pas avoir une demande d'énergie inchangée. Ça pose les questions de savoir comment ils ont pu s'adapter au pic en 2008, en 2012 et en 2018. Et savoir comment ils ont pu le faire, ça veut dire nécessairement rentrer dans des enquêtes quali. Donc là, je vais sauter un petit peu vite. Une vulnérabilité peu large de manœuvre. Dans des zones peu denses, recourir au covoiturage, à l'autopartage, c'est peut-être un petit peu plus difficile. Et puis, parmi les plus vulnérables, on avait des situations qui pouvaient être très contrastées entre des actifs qui avaient un kilométrage très élevé et incompressible, des chômeurs pour qui la voiture peut aussi servir d'outil de recherche d'emploi, et puis une population vieillissante avec des capacités à conduire très variables. Et donc, toutes ces catégories nous faisaient forcément reposer la question de les prix augmentent, les taxes augmentent, est-ce qu'il va falloir des mesures compensatrices? La vulnérabilité, on l'a calculée chaque année. Elle se décline effectivement en périurbain à 12% au lieu de 5%. Ça, c'est du 2019.
Et en milieu rural, on monte quasiment à 17%, ce qui est énorme. Et on a un petit problème de significativité parce qu'on n'a pas assez de ménages en milieu rural dans cette enquête. En même temps que ce questionnaire, Kantar a réinterrogé un demi-échantillon en leur posant des questions sur les gilets jaunes, à savoir, est-ce que vous avez été favorable au mouvement des gilets jaunes? Donc ça, c'était au début du mouvement. Et est-ce que vous y avez participé? En utilisant notre grille à nous, le quintile des plus pauvres. Donc là, on est passé à 1 000 €. Et puis une déclinaison périurbain-rural. On voyait apparaître des phénomènes assez importants, favorables au mouvement des doses bien plus fortes que France entière, donc à 78, 80, même au-delà en milieu rural. La participation, on a séparé, j'ai posé le gilet jaune sur mon tableau de bord parce que ça voulait dire que les gens voulaient éviter d'être coincés sur les ronds-points. Mais on a des taux quand même assez forts et bien plus forts que France entière. Dans le même temps, le Crédoc a fait une enquête en début du mouvement où 6% des personnes interrogées se déclaraient gilets jaunes, dont 70% qui étaient en dessous du revenu médian. Ce travail du Crédoc, on peut le trouver assez facilement sur le net. Je n'insiste pas sur les data qu'ils ont mis en avant, mais une forte dose d'ouvriers, d'employés de moins de 40 ans qui ont connu des périodes de chômage, qui ont eu une vie un peu compliquée, maladie chronique ou handicap, ou qui se sont séparés dans l'année. Alors, nous, ce qu'on aurait aimé pour aller plus loin, ça va ressembler aussi à ce que dit Johan, c'est de pouvoir faire un travail longitudinal dans lequel on peut mêler à la fois du quanti et du quali. Cette demande-là, on l'a fait, je ne saurais plus vous la dater exactement, mais entre 3 et 5 ans avant les Gilets jaunes. C'est une demande qu'on a faite à l'ADEME notamment, qui nous disait oui, c'est très intéressant. Et puis, mettre de l'argent dans une question sociale comme celle-là, ça n'a pas été possible. L'enrichissement quanti-quali, il serait évidemment très intéressant pour montrer qui sont les plus vulnérables au fur et à mesure que cette situation évolue, comment ils ont fait, comment ils font et comment ils feront pour s'adapter. J'ai noté juste en bas quelques exemples d'enquêtes quali qui ont eu lieu au cours du temps, mais ça commence à dater un petit peu. Il y en a eu à Tours, dans les Dombes, pas loin de Lyon, dans le périurbain francilien et puis à Lille aussi. J'ai un petit peu le temps de conclure, donc je vais le faire rapidement. D'abord, ça pose des tas de questions. On ne sait pas si tout le monde continue à surveiller sa consommation, y compris en période de prix bas ou de baisse de prix. On ne sait pas forcément comment ça oriente l'équipement, comment, en fonction de ça, on réagit à des histoires de primes, de bonus, d'incitation. La question de la saturation et du découplage, c'est effectivement le Picard qu'on a vu apparaître entre 2005 et 2015. Il semblerait que depuis 2015, la circulation France entière reprend un tout petit peu. C'est-à-dire qu'on était sur un plateau, on pouvait se demander si on allait continuer sur le plateau, baisser ou réaugmenter. On est peut-être en train de réaugmenter, sauf que la pandémie est venue casser cette courbe-là. Donc, le prochain bilan de la circulation ne sera pas du tout dans le sens de cette remontée. Et puis la question, c'était, est-ce qu'on peut orienter l'usage par les signals prix finalement? Alors, la première chose, c'est qu'il faudrait le faire sur le prix final à la pompe, donc vraiment s'occuper du lissage et donc prendre en compte le fait qu'il faut un mécanisme qui s'adapte aux variations du prix du pétrole. Qu'il faudrait, au milieu de tout ça, mieux identifier les vulnérabilités pour avoir des mesures compensatoires pour eux. D'autres remarques, oui, ça c'est pas forcément le plus important. Il y avait des idées reçues qui traînent à des tas d'endroits. Première idée reçue, le carburant est toujours plus cher. Ça, on a vu que c'est pas forcément vrai. On nous parle tout le temps de nouveaux records, c'est valable en euros courants, mais pas forcément en euros constants. Le corollaire de ça, c'est les médias qui nous disent vivement que ça redescende. Et on le voit ça à chaque pic. L'automobiliste et la voiture est son outil de travail nécessairement, donc ça c'est aussi à relativiser. Et puis j'ai fait la collection de tout un tas de choses un petit peu
un petit peu plus douteuse ou un petit peu plus absurde. Il faut bloquer les prix pour tout le monde. À l'inverse, d'autres, je ne cite pas qui dit ça, hein, il faut laisser les prix bouger puisque la volatilité induit des comportements de prudence. Il suffit de taxer ceux qui roulent beaucoup. J'ai entendu également dans des milieux dits experts le fait qu'on aura un carburant peu cher jusque 2020, voire 2050. Et puis une question qui se pose de manière importante, c'est est-ce que toute cette histoire peut se résoudre dans le monde d'après? On va vers quel rebond? On va vers quel télétravail? En rappelant qu'il faut s'intéresser à des questions intersectorielles, ménage plus logement. La prise en compte du politique n'est pas forcément très encourageante sur ce qui se passe en ce moment. Notamment, on est en plein dedans avec la discussion du projet de loi climat et résilience qui a été jugé insuffisant par le Haut Conseil pour le climat, avec des mesures qui ont été notées très basses par la Convention citoyenne sur le climat, avec des citations du président que je ne commenterai pas, et puis avec des questions ouvertes sur effectivement le devenir de la taxe carbone. Est-ce que c'est complètement abandonné? Est-ce qu'il faut y revenir? Où est-ce qu'on va? Et puis l'autre question qui est assez intéressante, l'interdiction à la vente des véhicules thermiques. En France, elle a été actée pour l'horizon 2040. Ça existait déjà dans le plan climat de Nicolas Hulot en 2017. Et la mesure a été adoptée dans la loi d'orientation des mobilités en 2019 pour les voitures. La loi climat et résilience est en train peut-être de l'adopter pour les poids lourds aussi. On a fixé un horizon à 2040 dont certains disent « Ah non, c'est trop proche », alors qu'en Norvège, c'est 2025, aux Pays-Bas, 2030, l'interdiction de vente de ces véhicules thermiques. J'insiste sur cette dernière diapo parce que Steve m'a dit « Ah oui, c'est intéressant », et puis c'est ça qui introduira la discussion. En fait, on a des mesures nécessairement à entreprendre sur l'équilibre climatique et d'épuisement du pétrole, parce qu'on a des prix qu'on a vraiment beaucoup de mal à contrôler, enfin, si on n'est pas l'OPEP en train de gérer le robinet. En particulier sur le climat, on s'est engagé quand même à un scénario de limitation à plus de degrés en 2100, alors qu'on a déjà embarqué au minimum entre 1,1 et 1,5 degrés. La stratégie nationale bas carbone ambitionnait une neutralité carbone en 2050. Elle est un petit peu en retard. Si l'on en croit la projection faite par Carbone 4 en 2020, tous les gaz à effet de serre qu'on aurait pu se permettre d'émettre dans l'année avaient déjà été émis le 5 mars, c'est-à-dire avant le confinement. D'où un retard assez prévisible. Donc ma conclusion insistait sur il faut lisser et probablement augmenter le prix final à la pompe, mais il faut l'annoncer, il faut être clair sur la question et il faut l'accompagner de mesures compensatoires et d'effets redistributifs. En bas, différentes mesures qui montrent que, enfin non, c'est pas les mesures qui montrent ça, mais le signal prix en lui-même, il suffit sans doute pas, parce que viser nos objectifs climat imposerait de doubler ou de tripler le prix final à la pompe, ce qui est quand même un petit peu énorme, avec des mesures à envisager. Alors, on connaît assez bien tous les développements pour essayer de lutter contre l'autosolisme, le bus, le covoiturage, le vélo, la marche, le train, y compris le train pour remplacer l'avion, comme on en a parlé très récemment. Dégrader la facilité du stationnement, et puis d'autres mesures qui sont moins dans l'air du temps, c'est une vignette CO2 à la détention, c'est-à-dire chaque année, pour taxer les véhicules les plus émetteurs. Et puis, d'ici 2030, mettre sur le marché des véhicules neufs qui font moins de 2 litres au 100. En particulier, donc ça, c'est des mesures que j'ai repris du Shift Project, hein, qu'on peut voir aussi dans Decarbonize Europe. En particulier, on sait faire apparemment des voitures de moins de 500 kg, limitées à 110 km/h.
Si on ne met plus que ça pour les ventes de véhicules neufs sur le marché, il se trouve qu'il y a pas mal de gens qui vont pouvoir les utiliser pour rouler plus. Et donc là, le signal prix se justifie pour éviter un effet rebond. Voilà, en m'excusant de la densité et puis du bas de charge avec lequel j'ai pu traiter ces questions. Et puis, j'attends les vôtres, en fait. Merci beaucoup, Laurent, pour cette présentation très vaste qui devra susciter, je pense, des questions. Moi, j'en ai quelques-unes, mais je vais peut-être d'abord voir si d'autres ont des questions. Sinon, je poserai les miennes. Steve ? Ouais, dans ce cas-là, juste une petite question, mais alors Laurent, pour le dire vite, tu as parlé par exemple des comptes de la nation, des comptes de transport de la nation. On sait qu'il y a tout un tas de lieux où en fait des experts peuvent avoir une voix qui potentiellement peut être écoutée. Alors après, il faudrait définir ce qu'on appelle expert, qui sont ceux qui ont voix au chapitre ou pas, etc. Alors en fait, ce que je voulais te demander, c'est toi, est-ce que tu es sollicité ou est-ce que tu as des collègues qui sont sollicités pour siéger dans certains de ces cénacles qui potentiellement peuvent être proches, vraiment en proximité directe du politique ou pas? Et la deuxième question, c'est est-ce que tu as le sentiment que les questions que tu as évoquées, est-ce qu'elles s'inscrivent dans des clivages militants ou pas? C'est-à-dire, est-ce qu'on retrouve des clivages gauche-droite ou pas sur certaines questions? Est-ce que ça tend à s'effacer? Tu vois, en fait, ce que je te demande, c'est si toi, tu l'as vécu, alors sans citer des noms, mais dans certains cercles, est-ce que tu as senti que ça pouvait devenir un véritable outil? Alors, je ne parle pas forcément des gilets jaunes, hein, mais tu vois, est-ce que ça peut tendre les rapports aussi politiques? Est-ce que tu l'as observé dans des cercles dans lesquels tu peux siéger ou dans des cercles dans lesquels tu as des collègues qui siègent? Ou bien au contraire, est-ce que tu as juste, on va dire, les verts d'un côté qui ont un certain type de politique, et puis de l'autre côté, il y a une sorte de dépolitisation de la question, et on est à peu près tous d'accord, gauche, droite, centre, etc. La dernière question est un petit peu compliquée. La première, donc, sur le fait de siéger dans des instances proches de la Commission des comptes transports de la Nation. Oui, à partir de l'enquête par Coteau, moi je siège, mais uniquement dans une table de différents experts qui essayent de comprendre comment a évolué la circulation d'une année sur l'autre. Mais c'est bien parce qu'on a des données là-dessus, des données de kilométrage, de consommation. Les constructeurs ont aussi des données de parc. Le comité des pétroles a des données qui servent de juge de paix sur les ventes et les livraisons de carburant. Et donc, on essaye d'imaginer ce qui s'est passé d'une année sur l'autre. À mon avis, on n'a pas fini de s'amuser sur l'année 2020. Mais au-delà, je ne siège pas. J'ai des collègues qui ont siégé dans cette commission qui se réunit régulièrement pour émettre son rapport annuel. Et en essayant de tenir compte au mieux de ce que disent les chiffres et de la façon dont ils évoluent. Sur le clivage militant en tant que tel, je vais, comment dire, bon, alors moi je ne suis pas vert, clairement, je vais mettre un peu les pieds dans le plat. Il se trouve que le clivage, à mon avis, il est, enfin, si tu suis les débats sur la loi climat et résilience en ce moment, tu verras que tout ce qui est proposé comme amendement par l'ensemble des oppositions, et pas uniquement les Verts, il y a pas mal de gens qui ont essayé de réinstiller les mesures de la Convention citoyenne sur le climat. Pour l'instant, parmi ces 7000 amendements, et l'histoire va sans doute être close un petit peu rapidement à l'Assemblée nationale, toutes les mesures qui sont reprises pour l'instant par la majorité sont jugées comme irrecevables. Donc moi, je n'ai pas tendance à croire qu'il y a un clivage droite-gauche. Il y a des différences certaines, hein, c'est-à-dire que moi, je pense assez profondément que
que c'est un petit peu dur d'avoir une vraie conscience environnementale de droite. Mais bon, c'est mon avis personnel et indépendant de ce que j'ai présenté là. Mais aujourd'hui, le clivage, je le vois plutôt entre le milieu gouvernemental et institutionnel. Dans certaines réunions d'experts, on voit que la stratégie nationale bas carbone, on nous l'annonce comme la panacée et que tout va bien. Alors que quasiment toutes les oppositions confondues et ce qui n'est pas neutre quand même, hein, le Haut Conseil pour le climat, comme la Convention citoyenne, mais a fortiori le Haut Conseil, estime que pour le moins, la loi qui s'annonce là est vraiment insuffisante et ne prend pas forcément la bonne trajectoire. Et bon, c'est malheureux, mais je n'ai pas l'impression de faire de la politique en disant ça. Et pourtant, si. Mais bon. Et je ne vois pas forcément un clivage militant aussi clair que ce que tu annonçais, et en tout cas pas forcément dans le même sens que ce que tu annonçais. Mais je ne pense pas bien répondre à la question, mais on ne peut pas bien répondre à ce type de question, à mon avis. D'autres questions? Moi, c'est pas une question, enfin une remarque effectivement sur ce que tu présentais, notamment les enjeux autour des mobilités dans le monde rural et particulièrement l'automobilisme dans le monde rural. Ce dont on s'aperçoit effectivement pour côtoyer pas mal de personnes dans le monde rural, en Ardèche pour être précis, les gens font en fonction de la hausse du prix de l'essence, réduisent d'autres dépenses à la marge pour pouvoir garder leur mobilité automobile qui leur permet justement d'aller travailler et aussi évidemment d'amener les enfants faire leurs loisirs comme l'évoquait Johan avec la soccer mom. Mais donc il y a toujours cette question de vers quelle marge on peut couper pour rester mobile. Et effectivement, dans le monde rural, c'est comme ça que ça se travaille, notamment par alors pour l'avoir un peu vu et un peu essayé de questionner, mais il faudrait effectivement faire une enquête sociologique, c'est travailler sur du covoiturage et donc entre voisins se rendre des services pour justement limiter les déplacements en automobile individuelle particulièrement. Et donc, et pour l'avoir vu aussi au Canada, c'était effectivement la même chose, c'est-à-dire qu'à la marge, les personnes vont réduire, ne pas aller au cinéma chaque semaine ou une fois par mois et garder leur mobilité automobile parce que c'est ça qui leur permet de vivre et d'avoir du plaisir, parmi d'autres remarques que j'ai à te faire. Alors, une réponse très, très brève là-dessus, je suis entièrement d'accord avec ça. Il se trouve que, en se basant sur... alors, quand je disais 10 000 ménages, en fait, le taux de retour, ça fait qu'on est plutôt à 7 000 ménages les bonnes années. 7 000 ménages France entière, on voit des grosses tendances et on ne voit pas forcément les tendances dont tu parlais. Par contre, dans les enquêtes sociologiques et les entretiens en profondeur, c'est clairement apparu de se priver sur d'autres postes de dépenses, si possible, pour pouvoir s'en sortir, voire continuer à rouler. En particulier, je crois que c'est dans les dons, mais on a dû le voir en Île-de-France aussi, dans ces entretiens sociaux quali, des gens qui coupaient leur chauffage pour pouvoir continuer à rouler. Donc, ils mettent un chandail de plus pour pouvoir s'en sortir. Effectivement, je suis passé un petit peu vite là-dessus sur comment avez-vous réagi à la hausse. Il se trouve que tous les sujets qui nous semblaient importants, justement, de trade-off, de est-ce que je fais des économies dans d'autres domaines pour pouvoir continuer, etc., apparaissaient tous en dessous de 5%, quelles que soient les années, de 2003 jusqu'à 2008. Mais clairement, c'est la limite d'une enquête qui s'intéresse qu'à 5 ou 10 000 ménages France entière. Et raison de plus pour faire du quali. Et donc, notre rêve à nous, c'était, et on avait Kantar qui était d'accord avec nous là-dessus, même s'ils envisageaient de nous le faire payer, c'est j'ai mes différents panélistes par coteau, ils sont identifiés, et j'ai des gens de mon équipe qui étaient tout à fait prêts à aller les voir pour rediscuter et avoir des entretiens en profondeur avec eux. On aurait bien aimé croiser du quanti et du quali
en ayant le cadrage quantique qu'on connaissait et le Kali. C'est ça qu'on a proposé à l'ADEME il y a 3-4 ans. Et il n'y a pas de sous. Il n'y a pas de sous pour faire ça. Après, l'autre, effectivement, alors effectivement, il y a la question du chauffage, mais moi j'ai effectivement vu la question de, plutôt que d'aller faire les courses chaque semaine, on fait les courses 2 fois par mois plutôt, ou 1 fois par mois même, pour réduire effectivement, dépendamment de là où on se situe par rapport à son supermarché, sa grande surface. Et l'autre remarque, pour élargir un peu plus, c'était la question de tes enquêtes sur les liens avec les gilets jaunes. Il y avait peut-être une petite critique, c'est la question de quand est-ce qu'on interroge les gens au sujet des Gilets jaunes, sachant qu'il me semble qu'au début du mouvement des Gilets jaunes, la population en général et les Français en général étaient pour une grande partie favorables aux Gilets jaunes et que je pense que si on les interroge quelques mois plus tard, il y a une tendance à se désolidariser des Gilets jaunes qui est assez forte et qui peut-être n'est pas... voilà, je pense que tu as suggéré à un moment donné à peut-être revenir sur interroger les personnes qui étaient en lien avec les Gilets jaunes et peut-être qu'elles auraient changé d'avis. Tout à fait. Là, moi, je suis encore entièrement d'accord. Je suis passé un petit peu vite, mais il me semblait l'avoir dit. On était en début de mouvement quand on a interrogé, quand Kantar a réinterrogé par téléphone certains des panélistes par Coteau. Effectivement, les positions peuvent évoluer. L'autre élément aussi, c'est qu'il ne faudrait pas non plus réduire la question des gilets jaunes à cette seule question de fiscalité sur les carburants. Bien entendu que ça a posé des tas d'autres questions politiques. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Louis, peut-être? Oui. Oui. Sur le mouvement des Gilets jaunes, je pense que vraiment aussi l'élément déclencheur, ça a été les 80 km/h, qui a vraiment été l'étincelle à ce mouvement. Et aussi, vous aviez une remarque, enfin, vous indiquiez que le coût du carburant ménage aujourd'hui que dans les années 70. Donc ça prouve bien qu'aussi le mouvement des Gilets jaunes n'est pas dû qu'à cette question de fiscalité sur le carburant, mais aussi sur les difficultés d'usage de l'automobile qui ont tendance à augmenter. Donc il y a d'une part, je pense, oui, le prix du carburant, mais peut-être aussi que le coût d'usage et d'entretien de la voiture a pu aussi évoluer. Et puis on a aussi ces nouvelles réglementations qui rendent finalement obsolète technologiquement une voiture, alors qu'on n'avait pas ça auparavant. Même si votre voiture avait 20-30 ans, vous pouviez l'utiliser comme vous le souhaitiez. Alors qu'aujourd'hui, si vous n'avez pas, et ça va encore s'accélérer dans les années à venir, si vous n'avez pas vraiment le dernier modèle, et ben vous ne pourrez plus accéder à certains endroits, ce qui pose aussi la question au-delà de la consommation stricte de la voiture, son énergie grise. Est-ce que c'est, d'un point de vue macro, est-ce que c'est plus intéressant de conserver une voiture longtemps qui va certes consommer plus, plutôt que de favoriser ce renouvellement constant du parc automobile et qui pèse aussi énormément de fait sur les ménages? Oui, alors juste 2 éléments. Dans l'ensemble, je suis aussi assez globalement d'accord. Je suis un peu déçu si j'ai laissé penser que le coût global du carburant était forcément en diminution. Ce n'est pas tout à fait ce que j'ai dit. Je pense que le coût du litre est en diminution et que par contre, la dépendance automobile fait qu'on a eu, par choix et par besoin de rouler plus. Donc en fait, la facture globale, elle ne diminue pas autant que ça, clairement pas. Elle est... Oui, avec l'exode rural, par exemple, et l'accroissement des trajets domicile-travail, oui. Oui, Ouais. vous avez raison. Et ce que vous disiez sur le renouvellement ou bien garder sa voiture longtemps, clairement, on sait que dans le parc, il y a de très vieux véhicules qui sont gardés longtemps, que même des mesures de bonus, de prime à la casse, etc., ne résolvent pas la question, parce que tout le monde n'a pas les moyens de renouveler son parc. Et
Aussi, oui, donc là, on voit qu'avec les réglementations, on essaye de tendre vers une électrification progressive de l'automobile. Mais comment nos constructeurs vont pouvoir se placer face à cela, notamment aux Chinois qui, sans cette électrification, n'auraient jamais pu nous rattraper technologiquement. Et je vois aussi l'électrification comme une menace pour notre industrie et pour nos emplois, nous qui avons quand même des constructeurs mondiaux extrêmement importants. Ouais, alors ça, moi, je ne sais pas forcément Enfin, mettre là, je- sur ce terrain-là. Oui, il est extrêmement compliqué. Non, une des choses qu'on peut dire, c'est que dans les scénarios prospectifs, dans certains milieux institutionnels et d'experts, tout le monde imagine que 2050 ou 2060 est une question sans problème, vu que tout sera électrifié. Et pour moi, ça pose un problème certain. Bon, d'abord, évidemment, le développement des bornes, le développement des véhicules, mais aussi l'inertie du parc. C'est-à-dire que tout le monde n'a pas les moyens de changer de voiture et que des vieilles voitures d'occasion qui pourraient être achetées aujourd'hui seront encore là dans 15-20 ans. Moi, je me contente de dire ça. Je ne peux pas forcément aller plus loin sur le terrain industriel. Merci. C'est moi qui vous remercie pour les questions. Oui, c'est effectivement le cas pour, encore une fois, dans le monde rural où on garde son véhicule jusqu'à ce que la corde soit complètement rompue et qu'ensuite on passe à... Et chez les jeunes. D'autres questions et d'autres remarques? Je suis très embêté, je vais avoir besoin d'une pause d'1 minute, si ça ne vous embête pas. Oui, bon, oui, bien sûr. Et je reviens tout de suite. Oui, bien sûr. Donc, peut-être on demande, on va laisser à Laurent une minute pour sa pause et puis on reviendra là-dessus si jamais il y a des questions pour Laurent. Sinon, je pense qu'on pourra clôturer la séance. Est-ce que tu peux en profiter pour dire les prochaines... Oui, bien sûr. Alors, pour la prochaine séance, ce sera... alors, je vais vous donner la date exacte pour être précis. Ce que je retrouve. Donc, alors, ce sera le mois prochain, le 13 mai. Merci, merci Steve. Et donc, elle sera consacrée, la prochaine séance, donc à la présentation de l'ouvrage, dans lequel pas mal de personnes, de membres de P2M ont participé, qui s'intitule donc Métropole mobile, et dont le sous-titre est Défis institutionnels et politiques de la mobilité dans les métropoles françaises. Et donc, les trois coordinateurs, donc Mathieu Flonneau, Maxime Huret et Arnaud Passacqua, présenteront l'ouvrage et seront invités aussi à évoquer l'ouvrage Philippe Zitoun, donc, qui est enseignant-chercheur à l'ENTPE et à l'IEP de Grenoble en sciences politiques, qui a préfacé l'ouvrage, et puis Jean-Marc Hoffner, qui est directeur général du Lab Urba, donc de l'agence urbanisme de Bordeaux-Aquitaine, qui lui a fait la postface de l'ouvrage. Et peut-être qu'il y aura un autre intervenant, on est encore en train d'en discuter, un historien qui a travaillé sur la métropolisation. Donc on en reparlera le 13 mai en particulier. Et il y aura une dernière séance en juin sur l'aérien, dont je vous donnerai la date prochainement en particulier. Voilà. Est-ce qu'il y a donc des remarques ou des questions pour Laurent? Avec mes excuses. Tout va bien. Pas de remarques pour Laurent? Excusez-moi, moi je veux bien poser une question. Je vais peut-être. Bien sûr. Mais avec toute mon ignorance, hein, je me posais la question des connaissances de ce qui s'est passé à Paris, parce qu'il me semble qu'à Paris, effectivement,
il y a eu quand même des changements ces dernières années où effectivement les mobilités actives et douces se sont énormément développées. Et la première question, je me disais, à qui ça a pris est-ce que ça a pris sur la voiture ou est-ce que ça a pris plutôt sur l'usage du tram ou des transports en commun? Et puis après, je me posais la question de savoir quel était votre regard aussi sur le développement des véhicules, pas des véhicules électriques, mais je veux dire du vélo électrique. Alors je suis désolée, je vous bouscule un peu parce que je vous sors de votre voiture et puis je vous amène vers les autres modes, mais je me disais, est-ce que, alors voilà, à quoi ça a pris et puis comment le vélo électrique, comment vous pressentez que le vélo électrique peut changer un peu la donne parce que du coup, on élargit quand même sacrément les distances qu'on peut parcourir. Et est-ce que ça peut prendre la voiture? Est-ce que vous voyez déjà des traces de cet impact? Ou est-ce que vous en avez entendu parler par vos connaissances, vos lectures d'autres travaux? C'est des très bonnes questions, très, très compliquées d'y répondre. Je pense qu'il y a aussi d'autres personnes dans la salle qui auront un avis très tranché là-dessus. Moi, je veux bien donner quelques indications, hein. Ouais, je dis juste 2-3 éléments, puis je vous passe la parole, Abel. Sur Paris, entre autres, il y a une époque où on a estimé qu'il y avait suffisamment de peu de congestion pour justifier qu'on pouvait en fabriquer un peu plus. Et donc, on a effectivement créé plus de voies de bus à une époque. Sur ces voies de bus, on fait aussi ressortir des deux roues, pas forcément uniquement des vélos. Il y a aussi des deux roues motorisés qui les utilisaient, même si ce n'était pas prévu a priori pour eux. Et pas vraiment je suis très caricatural en disant ça, hein, mais pas vraiment de prise de conscience des automobilistes que on cherchait à les handicaper. C'est-à-dire que on entend des gens au bout de 10 ans qui disent mais ils voudraient qu'on ne prenne pas notre voiture, qui s'y prendrait pas autrement. Ben oui, c'est ça qui a été créé sur le développement de ces infrastructures et sur les aménagements à l'époque. Sur les parts modales prises, effectivement, il y a de quoi être un petit peu pessimiste. Je n'ai pas de chiffres à l'appui. Les derniers chiffres que j'ai entendus dépendaient du Covid et de la crise sanitaire. Ce que vous dites m'a fait penser à un autre sujet qui n'est pas exactement Paris et l'émergence des modes actifs et doux, mais l'émergence du covoiturage. Et sur l'émergence du covoiturage, on a pu montrer là avec des entretiens que il y a un vrai bilan à faire parce qu'effectivement, c'est quand même pas à la voiture qu'on prend le plus de parts modales quand on fait ça. Qu'on a pu voir apparaître d'abord un trafic induit sur la longue distance, des jeunes qui faisaient plus de déplacements que ce qu'ils auraient fait, et puis des parts prises au train pour être à plusieurs en voiture, et donc on n'améliore pas nécessairement la qualité de l'air comme ça. Donc c'est un peu compliqué. Le vélo à assistance électrique, je pense qu'il peut avoir un bel avenir, mais en disant ça, je dis rien. Je pense que je vais plutôt laisser la parole à Abel, ce sera plus sérieux. C'est juste pour faire une observation sur ce que vous avez dit, Nadège. C'est simplement que ce que vous dites, c'est vrai, mais c'est moins vrai que l'impression que ça donne. Il y a un effet communication qui est très très important. C'est-à-dire, en fait, quand on regarde bien, chaque année, un certain nombre d'organismes, dont la ville de Paris, sortent un document qui s'appelle le bilan des déplacements. Et chaque année, il y a des trucs sur les 10 années précédentes. Et quand on regarde, en fait, la plupart des évolutions sont à peu près constantes depuis le milieu des années 90. C'est-à-dire qu'il y a une baisse constante des circulations, la montée en particulier des vélos, puisque c'est un peu le domaine que je connais, elle est à peu près constante depuis. En plus, à Paris, les choses se font un peu par
euh, par, par marche, mais sur le long terme, ça ne change rien. C'est-à-dire, par exemple, on a l'impression que la première mandature d'Anne Hidalgo, on a fait du vélo pendant 6 ans. Pas du tout, on a fait du vélo pendant 2 ans. C'est-à-dire que pendant 4 ans, il n'y a eu aucun aménagement cyclable qui a été fait, et pendant 2 ans, il y en a fait énormément. Et c'était pareil de la Noé, il n'a rien fait pendant les premières années de sa première mandature, il a fait beaucoup pendant la deuxième mandature, en particulier avec Vélib, mais aussi avec des aménagements, et rien pendant sa seconde mandature. Et donc, quand on regarde, il y a des évolutions, mais... Et c'est vrai dans tous les domaines, c'est-à-dire quand on regarde le nombre de voitures sur le périph' et tout ça, bon. Et puis il y a des évolutions qu'on ne voit pas. Il y a une baisse des 2 roues motorisées, continue aussi depuis un certain nombre d'années, alors que tout le monde a l'impression qu'il y en a de plus en plus, il y en a de moins en moins. Mais dans les discours, c'est pas comme ça, et puis dans les impressions, et puis ils font des grosses manifs avec beaucoup de bruit, tout ça. Donc il y a les choses. Et en plus, l'autre truc, c'est quand on regarde l'évolution de Paris par rapport aux autres villes de France, c'est à peu près pareil aussi. Mais à Paris, tout le monde a les yeux rivés sur de partout. Mais il y a beaucoup de choses sur lesquelles Nantes, Lyon, Strasbourg, Grenoble ont des évolutions plus spectaculaires que ce qui se fait à Paris dans ces domaines-là, quoi. Donc, je ne sais pas pourquoi on nous regarde, nous, enfin, si, je sais pourquoi d'ailleurs. Mais donc, les évolutions à Paris sont moins spectaculaires que ce qu'on en dit. Et sur la question du vélo électrique, de manière générale, même en sortant de Paris, est-ce que vous avez aussi une C'est à moi que vous demandez ? Oui, puisque vous me dites que vous êtes spécialiste du vélo. Oui, alors j'en profite de vous rappeler que j'avais une deuxième partie à ma question. Oui, du vélo. C'est marrant, je fais une chronique à la radio, et j'ai fait la dernière chronique que j'ai faite, c'était sur le VAE. Moi, je ne parle pas de vélo électrique, j'appelle ça des 2 roues faiblement motorisées. C'est-à-dire que pour moi, un vélo à assistance électrique, d'abord on dit vélo électrique, et vélo à assistance électrique, c'est pas un vélo. Donc, il y a des questions de définition, et par exemple, là on est hors sujet, hein, mais je peux continuer, Étienne, il n'y a pas de... Bien sûr, continue. L'Union Sport et Cycle, c'est l'organisme professionnel des constructeurs, des vendeurs de vélos, a fait récemment une conférence de presse où il a dit qu'il y a une formidable explosion de la vente de vélos tirée par le vélo électrique. Alors, la phrase est belle, mais quand on regarde, il y a depuis 10 ans une stagnation de la vente de vélos. Il n'y a que le vélo à assistance électrique qui progresse. Mais évidemment, de son point de vue, c'est normal, puisqu'il se trouve que les vélos à assistance électrique, ça se fabrique chez les fabricants de vélos, ça se vend dans les magasins de vélos, donc c'est son secteur professionnel. Donc c'est normal qu'il crie cocorico, si vous voulez. Mais simplement, on appelle ça... Alors moi, j'ai fait une comparaison que je me permets. Le président de la Poste, quand il présente ses résultats, il dit on arrive à résulter malgré la baisse du courrier. Bon, mais lui... Quand par exemple, l'histoire de faire passer le permis de conduire, ce que fait la Poste maintenant, il dit pas que c'est du courrier. Il appelle pas ça du courrier. Et les gens qui font passer les examens du permis de conduire, on n'appelle pas ça des facteurs. Hein, on appelle ça des gens qui font passer des examens, quoi. Donc, mais dans le vélo, on appelle le vélo assisté du vélo, quoi. Voilà. Mais c'est mon point de vue. Donc, je peux pas répondre à votre question. Et c'était pas tellement hors sujet, mais c'est parce que je vais pas. Mais j'aurais bien bouclé, mais j'arrête. Bon, après, ce qui est évident, ce qui est compliqué aussi, c'est que là, il y a une certaine part effectivement des transports en commun qui est reprise par le vélo, et donc il y a une perte de déplacement qui devient de fait, qui était collectif et qui devient individuel parce que l'offre le permet voilà, avec des vélos en libre service, des vélos à assistance électrique, qui permettent d'être un peu plus individualiste, un peu plus libre de ses déplacements que ne le permet le tramway ou un autre transport en commun. Ouais, ce qu'a dit Laurent est parfaitement exact. C'est-à-dire que les gens qui changent de mode de transport, c'est compliqué. Il y a aussi des questions d'image d'ailleurs. C'est-à-dire qu'effectivement, quelqu'un qui est assis dans le comportement d'un cycliste et d'un automobiliste, c'est à peu près le même. C'est un véhicule individuel qu'on garde toute la journée, tout ça. Bon, donc, mais psychologiquement, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'un automobiliste, il passe très rarement au vélo.
Parce que sans doute parce que c'est difficile, parce que c'est une autre image qu'il a de lui-même, quoi. Donc, on le voit dans les réactions sur les réseaux sociaux et tout ça, quoi. Bon. Alors, ce qui se passe, c'est sur le long terme, quoi. Alors là, l'automobiliste, il passe au transport en commun, et il passe du transport en commun au vélo 10 ans après, 15 ans après, tout ça. Éventuellement, parce qu'en plus, c'est pas le même, c'est des évolutions sur le long terme, quoi. Donc, là, on revient dans le sujet. Avec une petite part qui pourrait également être intermodale vélo, transport en commun. Peut-être favorisé par le libre-service aussi. Absolument, oui, il y a des... Oui, mais enfin, c'est pas non plus encore une part très, très importante. Hein. Et ça ne prend pas vraiment le chemin parce que justement, on ne fait pas assez d'efforts sur le stationnement des vélos dans les grandes gares de transport, quoi. Mais... Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques pour nos intervenants? Non? Je pense qu'on peut les remercier. Merci Laurent, merci Johan pour vos deux présentations et d'avoir accepté de répondre à toutes nos questions. Merci beaucoup à tout le monde d'être venu et d'avoir participé au séminaire et d'avoir posé quelques questions. Je vous invite à éventuellement, si vous voulez, revenir au séminaire le mois prochain. Puis on vous donnera des éléments pour pouvoir suivre le séminaire qui sera encore une fois à distance, malheureusement. Et on espère que l'année prochaine, les séminaires seront en présentiel de préférence. Tu nous as dit tout à l'heure le 13 mai, d'après mon calendrier, le 13 mai, c'est l'Ascension. Ouais. Et bah, moi, j'ai rien contre l'Ascension. Mais... je vais vérifier tout de suite. Ce sera, le 6 mai. On a changé, effectivement. Ce sera le 6 mai. Bon, j'ai bien fait de poser la question. Oui, tu as bien fait de poser la question pour m'inciter à aller vraiment chercher la source. Donc, le 6 mai, donc présentation de l'ouvrage Métropole Mobile avec Mathieu Flonneau, Arnaud Passalacqua, Maxime Muret, Philippe Zitoun et puis Jean-Marc Hoffner. Pour l'instant, peut-être une autre personne, on verra. Merci à tout le monde et puis merci à Abel de m'avoir bien reprécisé, effectivement. Donc, le 6 mai, de 14h à 17h. Merci encore à tout le monde et puis passez une bonne soirée. Ça marche. Merci. Bonne soirée. Merci à Steph pour l'organisation. Au revoir. Merci et bonne soirée. Bon après-midi. Au revoir.